à tous. Alors aujourd'hui, on va parler un peu plus culture. C'est vrai que je fais pas mal de mécanique, je suis pas mal dans les tracteurs quand je fais des vidéos. Mais là, je voudrais parler un peu plus de ma passion en fait, parce que j'ai une vraie passion pour la pédologie, l'étude des sols, mais aussi la culture. Quand on est agriculteur, il faut connaître ses sols. C'est très important pour pouvoir savoir ce qu'on va mettre dessus. Donc là, je vais vous parler en fait de l'ensemble de mon exploitation, de ce que je fais comme culture, comme rotation, comme travail du sol, et on ira faire en même temps un tour de champ, un tour de plaine tout à l'heure, pour voir où on en est en termes de développement de plantes. Puis vous pourrez voir un peu plus le type de sol que j'ai, sachant en plus que je suis drainé sur la totalité de la surface, et que je suis en limon battant hydromorphe. Pour faire le point un peu sur l'exploitation, en fait, quand j'ai repris en 2018, mon père était en rotation blé orge colza, parfois du tournesol. Et en fait, moi j'ai rajouté plusieurs choses. J'ai rajouté le pois de printemps, le pois d'hiver dernièrement, la févrole, j'ai fait un peu de millet, je me suis remis un peu à faire du triticale et j'ai gardé cette rotation de printemps qui est le tournesol. Alors il faut savoir que en fait, j'ai deux exploitations côte à côte. La totalité fait environ 207 hectares et en SAU, on va dire que j'ai 190 hectares. Donc cette année, là pour la récolte 2022, je me retrouve avec 85 hectares de blé tendre, avec 46 hectares de colza. Ça fait 2 ans que je n'avais pas pu en faire et cette année on a enfin pu la planter, donc ça c'est cool parce que c'est une excellente tête de rotation, surtout pour le désherbage. Je me retrouve à refaire encore un peu d'orge d'hiver, j'en ai environ 13 hectares et je me suis lancé sur le pois d'hiver, donc environ 15 hectares aussi, pois de printemps 14 hectares. J'ai pas refait de févrole cette année parce que j'ai des trop grosses différences de rendement selon les saisons et plus vers le bas que le haut. C'est pour ça que j'ai tenté de faire le pois d'hiver cette année. Donc quand vous faites votre calcul, vous voyez, je tourne en SAU dans les alentours de 190. Donc le reste, en fait, ça va être des fossés, des haies, des jachères, etc., etc. Donc vous voyez, parce que je suis quand même dans la région de la Brenne, c'est une région de bocage et c'est important de garder ce paysage-là. Pour vous donner un historique des terres quand mon père a repris fin des années 70, donc ici on était dans une région de bocage, ça s'appelle la région des 1000 étangs. En fait, on est sur des terres de limon battant, on a environ 30 à 40 cm de profondeur de terre, et ensuite on arrive dans une espèce de pseudo-glé hydromorphe, d'ailleurs qui est entre le bleu, le gris, on voit de l'oxyde de fer, en gros c'est pas compliqué, on fait des étangs, c'est-à-dire qu'on enlève cette couche de terre arable. Ensuite, on se retrouve sur cette argile, ce qui fait que, comme elle est imperméable, elle permet de garder l'eau. Donc, évidemment, le drainage se trouve à fleur de cette couche d'argile, de cette profondeur d'argile, parce que sinon, évidemment, l'eau n'arriverait pas jusqu'au drain. Une chose importante aussi, quand mon père a récupéré justement ces terres à la fin des années 70, la première chose qu'il a fait aussi, c'est remonter le pH. Le pH d'un sol est très important. On doit essayer de se rapprocher d'un pH neutre de 7. Alors c'est toujours mieux de se retrouver un petit peu en dessous, 6,7, 6,8, 6,9, c'est très bien. Après on arrive sur un pH plus basique. Nous ici on a la Champagne-Berrichonne dans les argilo-calcaires, un peu plus dans le nord du département. Et on peut parfois avoir des problèmes de dégradation de matière organique. Et donc quand on arrive dans mes terres à avoir un pH plutôt quasiment neutre, c'est parfait et vous le comprendrez tout à l'heure parce que en fait je vais vous présenter 3 analyses de sol de 3 parcelles différentes. Alors déjà vous allez voir le potentiel, ça ce sont des prélèvements qui ont été faits en 2019, donc dans les débuts où j'ai récupéré les terres. Donc depuis j'ai rapporté pas mal de choses, je vous expliquerai, matière organique, interculture, quasi plus de labour, etc. Et vous comprendrez pourquoi. Donc la première chose qu'il a fait, en plus de drainer, évidemment, c'est de choler. Le cholage, c'est un apport de calcaire. Le calcaire étant basique, permet de remonter le pH des sols. Donc première chose qu'il a fait, je me souviens à l'époque, c'était du calcaire broyé, pas sous forme de chaux vive, mais de calcaire broyé. C'est plus long à se dégrader dans le temps, mais je trouve que c'est moins agressif vis-à-vis de la faune de notre sol. Donc il a remonté, il mettait jusqu'à 10 tonnes de calcaire broyé à l'hectare. Et donc l'intérêt d'avoir la Champagne-Berrichonne et des argilo-calcaires, c'est qu'on a pas mal de carrières. Donc on a pu récupérer non loin justement ce calcaire. Et je me souviens à l'époque, il apportait jusqu'à 10 tonnes de calcaire à l'hectare. Aujourd'hui, on a un pH, vous le verrez tout à l'heure, entre 6,7 et 6,9, ce qui est parfait. Mais par contre, il faut l'entretenir. Donc il m'arrive, tous les 5-6 ans, de revenir avec 2-3 tonnes de calcaire sur les parcelles justement pour maintenir ce pH. Alors avant de faire un focus sur les analyses de sol,
je vais tout de suite vous expliquer un petit peu je dirais déjà la texture du sol. La texture, c'est le composant du sol, c'est-à-dire les composants, ça va être en termes minéral, vous allez retrouver les argiles, ensuite les limons, les sables et les éléments plus grossiers type gravier. Ça, c'est la structure. La structure, elle met du temps à se mettre en place, évidemment. La Terre a mis des millions d'années à se faire. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer rapidement. C'est comme ça, vous savez, quand vous prenez ces terres-là, vous avez soit des argilo-calcaires, des limons battants sableux, du limon argileux, etc., etc. Donc là, ici, on est sur de limon battant très fin. Ma problématique aussi, c'est que je manque de matière organique. Voilà, c'est des sols qui étaient très pauvres en matière organique. Les pailles ont été exportées pendant pas mal d'années, malgré que mon père avait fait quand même un apport de compost. Et là, en fait, ma problématique, surtout quand j'ai repris les terres, c'est que je manquais de matière organique. Un sol, il est fait de quoi? Il est fait de ce qu'on appelle un complexe argilo-humique. C'est quoi? C'est des colloïdes, en fait, ce sont des éléments qui se retrouvent entre l'humus, donc qui est la matière organique, et les argiles. Sachant que je suis faible en argile, l'intérêt c'est de pouvoir augmenter mon taux de matière organique, donc mon taux d'humus. Et l'intérêt de ce complexe, c'est de pouvoir fixer les éléments positifs, parce qu'il faut savoir à la base que, je rentre un peu dans le technique, vous allez me dire, mais on est quand même sur un complexe qui est négatif. Donc des éléments positifs comme le calcium, le magnésium, etc., viennent s'attirer, parce qu'on a le moins et le plus. Quand vous prenez un aimant, c'est le moins et le plus qui s'attirent. Si vous mettez les deux pôles les mêmes, ça va s'écarter. Donc, comme j'ai peu d'argile, je vais essayer d'apporter plus de matière organique, remonter mon taux d'humus et donc avoir un complexe argilo-humique beaucoup plus stable, beaucoup plus important. Et en fait, cette valeur se calcule par la CEC, capacité d'échange cationique. L'échange entre ce complexe argilo-humique, les éléments nutritifs du sol, avec la racine. Et c'est pour ça, quand je vais vous montrer mes analyses de capital sol, que vous pourrez vous apercevoir que j'ai malheureusement une CEC très basse. Mais ça, on expliquera ensuite comment la remonter. Donc pour faire le bilan de ce diagnostic qui avait été fait en 2019, c'est pas compliqué. J'ai quand même un manque de matière organique. Dans une parcelle, je suis même en risque très élevé. Et évidemment, je manque de phosphore et de potasse. Quand on s'approche d'une parcelle qui s'appelle le hangar de Pertubro, on peut s'apercevoir que je suis en risque à surveiller au niveau du phosphore et de la potasse, comme vous pouvez le voir là, et même en magnésie, très important. Mais je me retrouve aussi, comme vous pouvez le voir, avec une CEC, comme je vous expliquais, qui est toute petite. Donc en fait, j'ai un complexe, j'ai un sol tout simplement. En fait, j'ai un sol qui n'est pas capable d'avoir une rétention importante sur les éléments nutritifs. On peut s'en apercevoir aussi parce que je suis en matière organique assez faible. Donc tout est coordonné entre ma CEC qui est très faible. Pourquoi? Parce que manque de matière organique. Et sachant que j'ai peu d'argile, je n'ai que cette matière organique, cet humus, qui pourrait me permettre de pouvoir remonter cette CEC et donc aussi de remonter le phosphore et la potasse qui se trouvent dans la matière organique. Cette parcelle-là, vous voyez, je suis sur un pH de 6,8. Cette parcelle-là, c'est pas la pire. J'ai une parcelle qui est juste devant sur l'autre exploitation, où là, on se rend compte que on se retrouve avec un taux de matière organique très bas, même dans un risque très élevé, et évidemment, avec du phosphore et de la potasse très faible. Et donc aussi, qui me permet de dire que j'ai une CEC très basse. Donc pour faire le point, vous avez compris, limon battant, pH très acide il y a plusieurs dizaines d'années, des sols hydromorphes, donc une capacité assez faible pour pouvoir être capable de faire du rendement avec ce que je vais mettre sur mon exploitation. Alors vous allez me dire, comment pouvoir remonter cette CEC? Donc comment pouvoir augmenter ce potentiel de garder les éléments nutritifs et de pouvoir les redonner à la plante, sachant que j'ai surtout des limons et très peu d'argile. Déjà, c'est de pouvoir garder cette matière organique de surface, qui évite d'une la croûte de battance, c'est-à-dire en fait le phénomène de l'eau qui vient taper sur le sol en surface, et ensuite une cohésion des éléments qui fait que ça se cimente tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'argile ni de matière organique pour éviter cela.
Donc l'intérêt, c'est de pouvoir éviter cette croûte de battance. Je vais entre autres utiliser des outils mécaniques sortis hiver et au printemps pour pouvoir la briser, pour oxygéner mon sol. Ensuite, ce qui est important, c'est l'apport de matière organique. Ça, il n'y a rien à faire. Apporter de la matière organique pour stabiliser les sols et stabiliser ce complexe argilo-humique. Très important aussi, et c'est l'intérêt aussi d'être passé en plan carbone, c'est de pouvoir avoir des intercultures. Toujours pareil, protection du sol et gestion de la matière organique et de cette dégradation, c'est ultra important. C'est pour ça que mes sols l'hiver, je ne veux pas les voir nus quand c'est pour faire de la culture de printemps. J'ai toujours des sols couverts. Et ensuite, dernier point, c'est d'avoir des rotations importantes. C'est pour ça que j'ai mis en place du pois d'hiver, du pois de printemps, de la févrole, du tournesol, du millet. Avoir des rotations, c'est très bien pour le désherbage. Évidemment, les produits ne sont pas les mêmes et les dates de semis ne sont pas les mêmes non plus. Donc on arrive à réguler un peu mieux nos intrants au niveau des désherbants. Et puis surtout, ça permet au sol de se régénérer, surtout pour les cultures de printemps. Donc vous voyez un ensemble de tout sur mon exploitation. Interculture, rotation importante, gestion de la matière organique par soit d'apport de myatte ou de compost, ou de fumier, quand je peux faire un échange paille-fumier, et éviter le labour pour garder cette matière organique de surface. Toutefois, très important, je ne ferai jamais de travail superficiel, parce que vous l'avez compris, ce qui fait travailler les sols aussi, ce sont les argiles. J'ai très peu d'argile, donc j'ai besoin de m'aider avec des outils mécaniques. Donc je vais travailler plus ou moins profond selon les conditions climatiques que j'ai eues avant, selon la culture que je vais implanter. Par exemple, un colza, je vais décompacter pour que le pivot puisse descendre, alors que le blé, dont le chevelu racinaire se trouve entre 0 et 10, là pour le coup, je vais passer un petit coup d'actisol peu profond. Donc vous voyez, en fait, le meilleur outil que je peux avoir ici, c'est la pelle bêche ou la tige, pour sentir un petit peu les obstacles que je peux avoir. Alors là, on est sur une variété blé tendre. Alors il faut savoir ici que j'ai 3 variétés de blé. 2 variétés de blé supérieur, ce qu'on appelle BPS, qui est Cesario et Sacramento. Et on se retrouve aussi avec un blé panifiable, donc avec un peu plus de protéines, que l'on appelle Absalon. Donc ici je suis sur un précédent tournesol. Ah bah aussi, vous pouvez voir, j'ai quelques petites problématiques de sanglier aussi. C'est les sangliers qui te... Ouais, ça gratouille. Donc, je vous expliquais tout à l'heure la texture de mon sol et non pas la structure. La structure, c'est vous qui la faites. Voilà, donc je me retrouve avec cette espèce de petite croûte de battance. Vous voyez, on a une espèce de reprise en masse de surface des éléments qui sont pour moi du limon ainsi que des sables. Alors on peut s'apercevoir qu'on n'a pas d'argile tout simplement que lorsque vous prenez la terre et que vous la poussez sur vos doigts comme ça, vous voyez tout de suite, en fait elle ne se maintient pas. On a eu de l'argile, ça aurait fait un peu comme une petite pâte à modeler, elle se serait tenue beaucoup plus. Et encore là elle est humide, imaginez quand c'est sec. C'est pour ça qu'en surface, j'essaie de garder le plus de matière organique possible pour pouvoir protéger justement la surface de mes sols qui sont entre autres du limon sableux. L'intérêt aussi des rotations et des cultures de printemps, c'est de pouvoir gérer son désherbage. Moi je fais un désherbage à l'automne, désherbage chimique, mais par contre je vais semer beaucoup plus tard, c'est-à-dire que je suis environ à 2 voire 3 semaines de plus que l'était mon père à l'époque. Mais il faut savoir quand même que mon père avait 1100 mm d'eau à l'année et que moi je tourne environ à 700. Donc ce qui me permet de pouvoir pousser un peu plus mes semis. En règle générale, et j'ai surtout vu sur le vulpin et le régras, j'ai quand même jusqu'à 50% de moins de levée en semant 2 semaines, voire 3 semaines après. Je vous ai parlé de désherbage à l'automne. En règle générale, ça nous arrive quand même de faire des désherbages chimiques de printemps. Et je voudrais passer au désherbage mécanique pour plusieurs raisons. Déjà pour éviter un coût beaucoup plus élevé avec le chimique. Et secondo, l'intérêt c'est de pouvoir casser cette croûte de battance pour avoir un sol au printemps qui s'aère beaucoup plus vite, qui chauffe beaucoup plus vite et qui permettent entre autres à l'air ambiant, donc l'azote de l'air, l'oxygène, de pouvoir rentrer plus facilement dans le sol. Surtout en plus quand on a des cultures protéagineuses, entre autres les pois de printemps,
pour que l'azote de l'air puisse rentrer plus facilement dans le sol, être transformé en azote par les nodosités des racines de ces protéagineux. Donc c'est pour ça que vous verrez dans les prochaines vidéos, vous retrouverez sûrement des outils de désherbage mécanique, mais aussi de cassage de croûte de battance. Et dans ces sols-là, je suis persuadé que ça fonctionne. On se retrouve à présent dans une parcelle de colza sur un précédent blé tendre. Donc on pourra voir tout à l'heure, j'ai laissé la matière organique en surface. J'ai décompacté pour avoir un pivot, pour aider le pivot du colza à descendre, parce qu'il faut savoir qu'une racine à la base, en fait, elle descend sans force. En fait, elle suit la gravité. Dès qu'il y a un problème, un obstacle chimique ou surtout mécanique, on peut voir qu'on a un pivot qui peut aller sur le côté. En fait, la racine, elle a une force d'élargissement très importante. On peut s'en apercevoir parfois dans les vieux bâtiments où il y a une racine qui est passée dans un mur et qui l'a éclaté. Par contre, il n'y a pas de force de descente. Donc moi, je l'aide avec le mécanique. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je suis endrainé. Donc pour le coup, il faut aussi que l'eau aille au drain. C'est pareil, si j'ai un obstacle d'une semelle de charrue, d'une semelle d'un outil, ou peu importe que ce soit, et bien en fait l'eau ne descend pas et puis je me retrouve avec des cuvettes d'eau. Donc j'ai deux variétés de colza, Feliciano et Amplitude. J'ai jamais essayé, on va voir ce que ça va donner. Bon, on peut voir que on a quand même un bon nombre de pieds au mètre carré. J'ai perdu quelques levées, ça c'est assez régulier ici. C'est pour ça que je sème toujours un peu plus dru pour avoir un nombre de pieds quand même intéressant pendant la levée. Là je me retrouve aussi avec quelques repousses, aussi quelques graminées, on a des repousses, très peu de dicotes, donc ça c'est bien, on a réussi à gérer notre désherbage. Et vous pouvez voir toujours ce même type de sol, voilà, avec cette petite croûte de battance là, d'où le fait de laisser cette matière organique qui la protège. Et quand elle se décompose aussi, permet d'avoir une meilleure cohésion des éléments de surface. Alors aussi, j'ai quelques problématiques, c'est avec les ravenelles. Donc on les a traités 2 fois, ça les a quand même tapés. Le problème aussi, c'est qu'on a de moins en moins de gel. Parce que le gel aussi fait partie des éléments importants de l'agriculture. Donc là, on peut s'apercevoir que ça les a tapés. Mais si j'avais eu un peu plus de froid, je pense que ça aurait été un peu plus rapide. Alors, pourquoi aussi le colza, c'est une bonne tête de rotation pour le désherbage. Vous voyez, quand je suis sur des céréales, eh ben, je peux taper les géraniums. Vous voyez, on en a très peu. Là, j'ai un petit pied de géranium. Mais en règle générale, j'en ai très peu. Et par contre, l'intérêt, c'est quand on est sur du colza, on peut taper un peu plus sur les graminées. Comme ça, on aura moins d'effets néfastes sur les cultures. Bon, pour vous donner une idée de potentiel, en règle générale, en blé tendre, on tourne autour de 65-70. Enfin, je dirais entre 60 et 70. Et en orge d'hiver, en règle générale, c'est du 55-60. Colza, on est dans les 30-35. Donc c'est pas des gros rendements, mais bon, vous avez compris qu'avec le potentiel sol, pour le moment, c'est compliqué de faire plus haut. Alors, depuis quand même 3-4 ans que j'ai repris l'exploitation, j'ai rapporté quand même pas mal de matière organique, de rotation, d'interculture. Et l'année dernière, bon, la climatologie était là, j'ai réussi à faire quasiment 95 tours en orge d'hiver. Et en blé, j'arrive à monter le potentiel à 70-75. Ça m'est même arrivé de faire plus de 80. Donc je pense que en stabilisant les sols et en continuant cette méthodologie sur l'exploitation, je peux au moins réguler un peu plus mon rendement à la hauteur et garder un rendement un peu plus haut chaque année. J'ai laissé main dans les poches là parce qu'il caille vraiment. Là, on est sur l'autre site d'exploitation. Alors je voudrais vous montrer quelque chose. Quand on parle d'un précédent et de l'impact qu'il peut avoir, vous allez voir la différence. Là je suis sur un blé qui était semé derrière une orge, donc une céréale à paille. On peut voir que, alors on est quand même mi-janvier, donc évidemment on n'a pas un développement important, et heureusement d'ailleurs, parce que s'il y avait des grosses gelées, ça pourrait faire mal. Donc là, on a quelque chose de régulier, déjà, et on a un nombre de tales plutôt intéressante, mais tout à fait normal. Donc je vous le redis, on est sur un précédent orge. Et là, on va aller faire un tour sur un blé avec un précédent pois de printemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais même failli faire 2 récoltes. Donc, on a eu double pois de printemps que j'ai broyé.
On va tout de suite aller voir la différence, rien que déjà au niveau de la couleur. Bon alors là, vous allez tout de suite comprendre la différence du précédent, surtout quand c'est un protéagineux. Donc là, on est sur un blé avec un précédent paille, orge d'hiver et orge de printemps, il y avait moitié-moitié. Et regardez la différence de couleur. On est sur un vert beaucoup plus prononcé. Pourquoi? Tout simplement, le protéagineux captant l'azote de l'air a mis naturellement de l'azote dans le sol. En gros, il a eu plus de bouffe dès le départ. Et donc on peut le voir là, on a quand même un vert plus prononcé, plus foncé. En fait, il est beaucoup plus vigoureux ici qu'il ne l'est ici. Donc là, on va aller faire un petit tour maintenant dedans. Alors vous allez voir, ce qui est très étonnant, c'est que j'ai fait un comptage de pieds. J'ai le même nombre de pieds sur toutes les parcelles. En blé, je parle. Et bien là, on a l'impression qu'on est beaucoup plus touffu. Et en fait, tout simplement, c'est que j'ai un peu plus de feuilles sur la talle. J'ai plus de talle, tout simplement. Et on a un blé plus vigoureux parce qu'il a tout de suite eu de la nourriture organique, naturelle. Et on peut s'apercevoir tout simplement bien qu'il est et d'une plus régulier et surtout beaucoup plus vert, beaucoup plus vigoureux. Alors vous voyez, là je suis encore en non-labour. J'ai toujours mes petits débris qui sont restés en surface tout simplement parce que je ne les ai pas retournés. On est toujours sur un sol limonobattant, mais on peut s'apercevoir que on a un petit peu moins de croûte que tout à l'heure. Là on va passer sur une nouvelle culture, enfin pour moi qui est nouvelle, c'est le pois d'hiver. La problématique ici en fait, c'est que dès que je retarde mes semis, on se retrouve avec une hygrométrie un peu plus importante et en fait ici ça devient du mastic. Là j'ai pu m'apercevoir en faisant le tour de mes champs, donc ce que j'appelle la chinte dans le Berry, on a un peu plus mastiqué, tout simplement parce qu'on avait des conditions un peu plus humides. Et vous voyez, là on s'en rend bien compte, on ira tout à l'heure dans le champ, eh bien j'ai très peu de pousses de pied parce que ici ça baignait dans l'eau tout simplement. Quand j'ai refait mon dernier coup de rotative, ça boulayait un petit peu, j'étais même obligé de lever le franquet qui était devant parce que sinon ça aurait été de la gadoue. Et vous voyez, je le paye aujourd'hui. Alors pourtant j'ai des sols drainés, mais le problème c'est que l'eau elle veut plus descendre, donc elle se retrouve en surface. C'est pour ça que vous voyez parfois le 946 faire des rigoles, c'est que cette eau de surface qui ne veut pas descendre, eh bien au moins on essaye de l'évacuer dans les fossés. C'est pour ça que c'est important ici chez moi d'entretenir ces fossés, mais d'entretenir aussi son système de drainage, d'où la déboucheuse de drain. Là vous pouvez vous apercevoir que ça baignait dans l'eau, et j'ai quasiment pas un pied qui a levé à la différence du centre du champ. Donc là j'ai un pied de temps en temps, vous voyez là j'en ai un là, et encore il n'est pas en bon état. J'en ai un là aussi là, donc là c'est quasiment nul. Par contre, quand on va sortir de cette cuvette, on va s'apercevoir que maintenant on voit bien les rangs. Là on commence à voir les rangs du pois d'hiver qui commence bien à lever dès qu'on arrive à sortir des cuvettes de flotte. Vous voyez là, on a un bon nombre de pieds au mètre carré, on a une levée qui se fait plutôt bien. Alors c'est une levée qui est plutôt calme l'hiver, c'est normal, parce que ce qui fait le développement des plantes c'est la somme de température, et puis là il fait 0. Là c'est clair que la végétation se met jamais en stand-by, elle s'arrête jamais, mais elle ralentit énormément sa croissance l'hiver. C'est pour ça quand on fait le tour des champs l'hiver, enfin sortie hiver, on se dit toujours que c'est pourri quoi, donc il faut mieux y aller au printemps. En non-labour, enfin, surtout en non-labour, ce qui est important aussi, c'est la gestion de la paille. Pourquoi? Parce que, et d'une, ce qu'il faut, c'est pouvoir étaler la paille et la mettre en petits débris pour qu'elle se décompose plus vite et qu'elle fasse une belle couverture de surface. Et ce qui peut se passer, et vous le voyez d'ailleurs régulièrement quand vous gardez la paille, moi quand je garde la paille
pour faire mes colzas par exemple et pour la vendre à un collègue éleveur, c'est que j'ai ce qu'on appelle les culs de batteuse, donc toute la menu paille qui tombe et que je ne peux pas ramasser avec la presse. Et bien là, souvent, vous pouvez voir que quand vous faites un colza derrière, eh bien on a des bandes beaucoup plus jaunes. Et bien ça c'est tout simple en fait. C'est comme cette paille a été cumulée sur 1,50 m ou 1,80 m ou 2 mètres, je ne sais plus la largeur du cul de la machine, et bien en fait les bactéries, les champignons utilisent l'azote du sol pour pouvoir dégrader cette matière organique. Donc en fait, vous retrouvez vos bandes jaunes, mais les bandes jaunes, c'est un déficit azoté, tout simplement. Alors là, on vient d'arriver dans une parcelle d'un précédent blé qui va finir en pois de printemps. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans ces limons battants, à aucun moment je laisse les sols nus pendant l'hiver, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc ici, en couvert végétal, j'ai implanté une moutarde et un trèfle d'Alexandrie. J'ai essayé un petit peu le duo. La moutarde, bon, elle est partie un petit peu en forme lignine. En fait, on dirait qu'elle a été un peu trop loin dans son développement, donc c'est sûr que ça va être plus difficile à décomposer et surtout à restituer de l'azote. Donc l'intérêt, ça va être surtout au niveau du trèfle d'Alexandrie. Donc on va regarder ça tout à l'heure. Et on va regarder ces petites nodosités. Comme je vous ai expliqué, autour des racines, vous avez des petites boules qui viennent capter l'azote de l'air. Donc l'intérêt, c'est que la prochaine culture, justement, puisse avoir cette nourriture abondante en surface, au moins sur les 10 premiers centimètres. On va aller un peu plus à l'intérieur de la parcelle. Ah, attendez, il y a une voiture qui arrive. On fait une petite pause. Bon, on peut reprendre la vidéo. J'ai un invité. Alors c'est pas c'est même pas un invité, tu t'es incrusté. C'est ça, voilà. Donc je vous présente Michel Dumont qui est en fait un ingénieur chez Axéréal, qui était mon maître d'apprentissage il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Un peu mieux. Donc voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir une personne qui est assez capée en agronomie, pédologie. Bah, ça tombe bien justement parce que j'étais en train d'expliquer les bienfaits d'un couvert végétal. Donc là tu vois, j'ai fait une moutarde avec un trèfle d'Alexandrie. Ici on va avoir du pois de printemps. Donc l'intérêt ça va être de pouvoir d'ici un mois et demi, si le temps le permet et le sol le permet, de pouvoir le détruire et ensuite de pouvoir fissurer le sol et implanter un pois de printemps. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un petit tour à l'intérieur. Tu vas me dire un petit peu ce que tu en penses au niveau de l'implantation. On va essayer de voir quelques nodosités. J'ai expliqué tout à l'heure aux gens qui vont regarder cette vidéo, bon, la plupart savent ce que c'est sûrement une nodosité, mais on va pouvoir le montrer. Et puis ensuite, je voudrais qu'on aille faire un petit tour sur une petite parcelle de colza qui est à côté. Je trouve qu'elle manque de nourriture. Alors il y avait beaucoup de paille au départ. Est-ce qu'il y a eu une dégradation de la paille qui a fait que les micro-organismes, champignons ont utilisé plus d'azote pour pouvoir dégrader cette paille? Je voudrais que tu m'expliques un peu ça. Il n'y a pas de plante compagne Non, il n'y a pas de compagne. Ça s'appelle de la ravenelle. Ah oui, tu parlais de la... Oui, c'est une févrole que j'avais semée il y a 2 ans, mais on regardera ça tout à l'heure. Ok. Il y a du passage. Alors, il y a du passage de sanglier. Alors c'est sûr que c'est un très bon couvert pour les sangliers. Ça c'est de la févrole d'il y a 2 ans. Tu vois, qui est toujours présent. Alors ça c'est pas... Alors qu'est-ce que tu veux regarder là? Simplement... C'est un peu refermé, c'est vrai, mais bon. Alors, il faut savoir qu'il y a juste eu un travail superficiel. Hein. D'accord. En fait, j'ai fait un coup de déchômage et juste derrière, on était avec un épandeur type de limbe qui était devant le tracteur et un rouleau Cambridge pour refermer et bien réappuyer. On peut remarquer qu'il y a un pivot qui est quand même pas mal. Hein. Oui, alors l'atout de la févrole, c'est ça. Hein, elle a quand même cette capacité à pouvoir... pénétrer les zones un peu plus compactes et après son système de racines plus fasciculé en surface permet de donner de la souplesse un peu à la surface du sol. T'as vu un peu ce nombre de vers de terre là? Ah bah là on les voit nos nodosités, tiens. Voilà. Alors voilà ce qu'on appelle les petites nodosités, donc des petites boules sur les racines qui viennent capter l'azote de l'air pour pouvoir le transformer. Et donc je l'ai montré tout à l'heure sur un précédent pois de printemps, qu'on avait un blé qui n'avait rien à voir avec le blé sur paille qui était à côté, en termes de biomasse, de couleur. D'accord. Ouais. Alors qu'il y a le même nombre de pieds au mètre carré. Hein. Semé. Ouais.
Bon, et forcément, la contribution d'un poids est importante dès l'automne en matière de restitution d'azote. Ça, c'est sûr. Bon, qu'est-ce que tu fais avec ta pelle bêche, Michel? J'essaye de regarder les installations des plantes. Ça fait quelques années que tu es avec céréales, je pensais que c'était une canne. Ça y est. À l'installation des nodosités, entre autres. Ben, entre autres, mais surtout les trèfles, type trèfle d'Alexandrie comme ici. L'avantage, ça a quand même une certaine puissance aussi à s'installer et ensuite à refaire de la biomasse dès que ça a un peu de place. Bon là, peut-être que les moutardes les avaient un peu asphyxiés. Tu penses que en matière de lumière notamment. Le duo moutarde-trèfle, c'est pas tout le temps simple? Sur une interculture assez longue, ça peut avoir un intérêt. Parce qu'on a une contribution en deuxième temps, par exemple des trèfles qui vont restituer quand même de l'azote. Et bon là, avec un poids derrière, il y en a moins d'intérêt, mais ça serait une culture de printemps type tournesol ou maïs, on pourra avoir plus d'effets favorables. Donc par contre, c'est vrai que pour avoir un système, parce que l'intérêt en fait d'une moutarde aussi est d'éviter le lessivage de l'azote, d'avoir un couvert végétal. Mais là, ça fait déjà quelques temps que je les ai semées et on peut s'apercevoir qu'elles sont devenues dures en fait, cassantes, ce qu'on appelle ligneux, quoi, lignifiées. Donc après, c'est vrai qu'il va falloir bien s'en occuper pour bien les broyer parce que ça va me consommer de l'azote, ça. C'est ça, voilà. Donc du fait que quand on dit lignifié, c'est un vieillissement de la tige qui fait que elle va pas restituer de l'azote tout de suite, elle va plutôt en consommer dans sa phase de transformation et au final plutôt mettre un peu en difficulté la culture qu'on va implanter derrière. Mais comme j'ai mis un trèfle d'Alexandrie, est-ce que ça peut compenser? Ça peut arriver à équilibrer, oui, l'offre globale, mais par contre ça il faut impérativement le broyer pour essayer de le réduire dans des proportions qui vont évoluer un peu plus vite. Donc il faudrait envisager, je pense, un profil cultural pour identifier déjà la situation, l'effet du couvert, et puis ensuite évaluer s'il y a le type par exemple de travail du sol, s'il y avait envisagé d'en faire, ou alors d'essayer d'ajuster au mieux pour l'implantation qui va suivre. Et bah tu sais quoi, ça fait déjà longtemps que je voulais faire une vidéo sur un profil cultural. Et ben ça fera partie alors ce que je te propose du prochain rendez-vous, pour voir si mes notes sont toujours les mêmes qu'il y a 20 ans, c'est que on se fasse un profil cultural dans cette parcelle avec les précédents qu'elle a pu avoir, avec il y a 2 ans des grosses problématiques hydriques, beaucoup d'eau qui ont fermé les sols, on a été obligé de labourer dans des conditions exécrables. On l'a redécompacté quand même derrière pour que l'eau puisse aller en profondeur au drain et puis que les racinaires puissent descendre. Donc écoute, moi je prends le pari, on se fait un petit profil cultural et on regarde un petit peu comment ça se passe. Volontiers. Donc dans les prochaines vidéos, vous verrez un profil cultural avec la Bible. Bon bah là Michel, on est dans une parcelle de colza évidemment, donc on est sur du Feliciano de variété, j'avais jamais fait ça. Donc là on a eu un déchômage, et voire 2 déchômages pour la lever, parce qu'on a eu quand même un été humide, ce qui nous a permis de faire lever la mauvaise herbe, les adventices, et j'ai mis un coup de décompacteur. Donc voilà où on en est, bon avec ses désherbants évidemment, etc. On a encore un peu de ravenelle, tu vois. Je vois que tu t'appelles, on essaye de voir la structure ou ce que je vois là. Il m'arrache mon colza. Mais dans ce que l'on voit ici, déjà c'est plutôt favorable. On sait que c'est une variété qui a une croissance avec pratiquement pas d'arrêt hivernal. Donc, et il n'y a pas trop d'élongation non plus à l'automne. Et finalement, bon, il a trouvé son bonheur puisqu'il est plutôt bien enraciné. Ben, ouais. On va voir la structure. Fais attention de ne pas perdre ta bêche, Michel. C'est relativement meuble, mais... Alors, qui dit trop meuble, des fois, c'est pas tout le temps bien non plus. Il est moins favorable pour la plante.
À titre d'info, ça. Oula, qu'est-ce que c'est ça, Michel, là, cet petit champignon? Ça, c'est du sclérotinia. Et voilà, sclérotinia. Matière de contamination mycélienne. Donc à partir de sclérotes dans le sol. Alors par contre il n'a pas un développement très important en matière de diamètre collé, hein, mais bon aujourd'hui c'est suffisant. Ça c'est certain que le potentiel intrinsèque de ces plantes là sont moins bonnes que ça, c'est certain. Alors tu vois par contre Michel, c'est la seule parcelle de colza où on a gardé tous les résidus de paille. Et c'est la parcelle qui s'est développée le plus lentement possible. Voilà. Je pense que en fait, comme on avait gros de paille en surface, parce qu'en règle générale je l'exporte pour faire du colza, et bien en fait il y a eu une dégradation de la paille qui a engendré une consommation d'azote par les micro-organismes, les champignons, etc. Même si elle est plus ou moins en surface. Et donc en fait, il s'est moins développé rapidement. Alors je pense que ça doit être sûrement dû justement à ce que je t'expliquais là, ce tas de paille qu'il y avait en fait. Ouais. Bon, on voit qu'elle se dégrade quand même pas mal. Oui, elle est déjà bien avancée en destruction, mais elle a consommé de l'azote, hein, donc forcément c'est autant d'azote que le colza n'aura pas. Donc sur des parcelles comme ça, par contre, faut pas être trop en retard sur le premier apport d'azote. C'est prévu, on est chaud. Parfait. Et bien sur ce mot, merci de m'avoir vu, donc je te prends au mot, hein. Profil cultural. C'est noté. Profil cultural, donc on va voir un peu comment le sol fonctionne, etc. Et puis expliquer un petit peu aux gens aussi, en fait, comment vit un sol, hein. C'est quand même important quand on est agriculteur, c'est le sol. Le sol n'est pas un substrat, c'est une vie biologique, minérale. Bien sûr. C'est ce qui est le plus important. C'est après qu'on vient rajouter quelque chose. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu, elle a été un peu plus agronomique que d'habitude. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, likez, partagez. On se retrouve aussi sur l'Instagram d'Alexandre de Pro-Deal Center et la page Facebook. Et moi je vous dis à très vite, ciao les amis. Il y a deux mecs bizarres qui nous suivent là depuis tout à l'heure. On surveille le bon déroulement du tournage.